Merci, Monsieur le Président. Nous avons récemment marqué le 20e anniversaire de la guerre en Irak. Cette guerre a entraîné la mort de plus d'1 million de personnes. Les gens font encore face aux conséquences de l'utilisation de l'uranium appauvri. Personne n'a été tenu responsable pour un pays déchiré et une région plongée dans le chaos. Nous devons réfléchir à cela et nous demander, comment cela a-t-il pu arriver? Cela s'est produit parce que ceux qui étaient au pouvoir nous ont répété à maintes reprises des choses qu'ils savaient fausses. Cela s'est produit parce que les médias, trop complaisants, n'ont pas posé les bonnes questions et ont répété ces mensonges quotidiennement. Ils ont promu une guerre d'agression comme un combat pour la démocratie contre l'autoritarisme. Maintenant, nous voyons un autre pays se déchirer et une autre région sombrer dans le chaos. Cela se produit à un moment particulièrement dangereux de l'histoire mondiale. Nous voyons les mêmes personnes, une fois de plus, appelées à l'effusion de sang. Bien sûr, ils ne demandent pas que leur propre sang soit versé. Ils revendiquent le haut moral, critiquent la paix comme de l'apaisement et affirment haut et fort que la seule option est l'escalade. Nous devons nous demander pourquoi nous croirions ces menteurs maintenant. Nous avons besoin de paix, et nous en avons besoin immédiatement. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Bienvenue au 3e épisode du Monthly Daily, cette fois-ci pour le mois de mars. Dans cet épisode, Claire Daly, comme vous le savez peut-être déjà, discute une fois de plus de la guerre en Ukraine. Elle a beaucoup à dire sur l'hypocrisie de l'Occident et les lacunes de l'Europe en général. Bonne écoute. Le Service européen pour l'action extérieure a pour titre « Une UE plus forte et le monde ». Cependant, la réalité est que le monde, en particulier les régions où la majorité de la population mondiale réside en dehors du Nord global, exprime son incrédulité face à la faiblesse de l'Union européenne. Ils sont également surpris de sa soumission à l'Empire américain, même lorsque cela va clairement à l'encontre de nos propres intérêts. Au lieu de promouvoir la paix en Europe et de résoudre les différences et les difficultés par le dialogue et la diplomatie, nous avons agi comme un pion pour l'OTAN. Nous avons été capturés par le complexe militaro-industriel, imposé des sanctions, et maintenant nous faisons face à une crise énergétique, une crise du coût de la vie et une puissance nucléaire en colère à nos portes. Nous avons également la loi de réduction de l'inflation. Nous aspirons à être plus forts. Nous devons cesser de participer aux jeux de guerre américains. Nous devons cesser de provoquer nos partenaires commerciaux. Nous devons cesser d'interférer et de tenter de changer les régimes dans les pays que nous n'aimons pas. Nous devons cesser d'exploiter le Sud global. Ils ne toléreront plus notre colonialisme. Si nous voulons être plus forts, nous devons respecter le droit international, les principes des Nations Unies et le multilatéralisme. En d'autres termes, nous devons faire exactement le contraire de ce que nous faisons actuellement. Merci, Monsieur le Président. La Moldavie fait face actuellement à une situation très délicate. Une guerre brutale se déroule à proximité et la polarisation internationale est intense. Les forces militaires russes sont présentes en Transnistrie et les acteurs internationaux exercent de plus en plus de pression sur les États pour qu'ils choisissent leur camp. Selon l'article 11 de la Constitution, la République déclare sa neutralité permanente. La grande majorité des Moldaves se sont toujours opposés à rejoindre l'OTAN ou l'organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie. La Moldavie, tout comme mon pays d'origine, l'Irlande, ne dispose pas d'une armée puissante. Sa neutralité a été un facteur clé pour assurer la sécurité de son peuple. Actuellement, les Moldaves sont clairement préoccupés par le fait d'être entraînés dans la guerre et par le risque de sa propagation. Nous devons être extrêmement prudents pour ne pas perturber la neutralité moldave. Je trouve scandaleux que nous forcions les pays à choisir leur camp. Pourquoi ne peuvent-ils pas entretenir de bonnes relations avec la Russie et l'Union européenne? Il est également scandaleux que les licences de diffusion de 6 chaînes de télévision en langue russe en Moldavie aient été révoquées. Nous devons respecter les droits de tous les Moldaves. Merci. Le prochain intervenant est Mick Wallis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Moldavie s'est engagée à la neutralité dans sa constitution. Comme la Géorgie, la Moldavie a 2 zones de conflit non résolues. La période récente de relative paix en Moldavie a été difficilement obtenue. La neutralité de la Moldavie est un facteur clé pour maintenir l'équilibre politique, socio-économique et militaire actuel, qui est fragile. Cet équilibre a permis au pays de rester stable. La Moldavie a été gravement touchée par la guerre, l'inflation et l'afflux de réfugiés. Perturber sa neutralité maintenant ne sera pas bénéfique.
Des réformes impopulaires ont été mises en œuvre de force et les tensions entre le gouvernement central et la région séparatiste de Transnistrie sont élevées. Cela pourrait potentiellement conduire à ce que la Moldavie devienne un nouveau champ de bataille dans la guerre. Les tensions religieuses et ethniques dans le pays sont déjà élevées. La Russie, l'Ukraine, l'OTAN et l'UE ont tous un rôle à jouer dans cette situation. Cependant, ce sont les Moldaves qui souffriront des conséquences si leur neutralité est ignorée. Je dois dire que je trouve ce débat assez inutile. Quelques individus ont prôné le calme, le dialogue et la diplomatie. Cependant, pour être honnête, la plupart des gens ici ont cherché à semer la discorde sans tenir compte des conséquences potentielles. Personne dans cette salle ne devrait agir ainsi. Tout le monde, quel que soit son camp, devrait laisser la Géorgie tranquille. Depuis 1991, le peuple géorgien a subi les effets néfastes du choc néolibéral, de l'instabilité politique et de la polarisation politique sévère. Un tiers des Géorgiens de moins de 50 ans envisagent l'émigration. 61% d'entre eux estiment qu'aucun parti politique ne représente leurs intérêts. La Géorgie est l'un des pays les plus inégalitaires d'Europe et d'Asie centrale. C'est là que nous devrions concentrer nos efforts. C'est ce qui importe pour le peuple géorgien. Pourtant, les gens viennent ici et essaient d'aggraver la situation. Ils critiquent la loi géorgienne sur les agents étrangers lorsque la Commission publie et divulgue sa propre version de la même chose, ne laissant rien derrière elle. Pour parler de cela, ce genre de choses est fou. Auparavant, l'UE prônait le dialogue et la désescalade. Je soutiens ce texte en raison du besoin urgent d'augmenter le revenu minimum national dans les États membres de l'UE. Cela vise à réduire le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Maintenant, nous savons qu'en 2021, 95,4 millions de personnes dans l'UE, soit 21% de la population, étaient exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Aussi grande que soit cette mesure, et elle l'est, si nous n'allons pas beaucoup plus loin que cela, les problèmes ne seront pas résolus. Nos travailleurs sont constamment dans une situation précaire. La crise énergétique, la désindustrialisation, le chômage et l'inflation augmentent tous le nombre de personnes de plus en plus précaires. La proportion des coûts de logement par rapport aux revenus disponibles des personnes exposées au risque de pauvreté est de 38%. En Irlande, au dernier trimestre de l'année dernière, les loyers moyens étaient de 1 733 € par mois. En France, le nombre de personnes recevant une aide alimentaire a triplé. Il y a une urgence sociale. Il est temps pour nous de nous réveiller. La protection offerte aux citoyens de l'UE contre la discrimination est insuffisante. Nous avons échoué à renforcer la directive sur la discrimination depuis longtemps. Je suis heureux que nous ayons récemment observé la première journée internationale de l'ONU contre l'islamophobie. Cependant, je suis attristé que nous ayons dû l'établir en raison de l'augmentation choquante des crimes contre les musulmans dans notre société. La suspicion institutionnelle envers les musulmans s'est intensifiée depuis les événements du 11 septembre et la prétendue guerre contre le terrorisme. Le profilage négatif et les stéréotypes rendent la vie en Europe très risquée pour les musulmans. Les actions entreprises par certains membres de nos parlements exacerbent cette situation. Je dois mentionner, en présence de la présidence suédoise, que brûler et manquer de respect au Coran est totalement inacceptable. C'est un crime de haine. Le considérer simplement comme une liberté d'expression n'est pas acceptable. Nous devons aligner nos actions sur nos paroles et éliminer la discrimination contre les musulmans dans notre société. Merci, Monsieur le Président. Le crime organisé, le terrorisme, la migration, voilà les monstres qui semblent se cacher sous le lit de chaque conservateur. Ils sont utilisés comme une justification générale pour chaque attaque contre nos droits fondamentaux. Nos droits et nos libertés civiles sont peu à peu érodés en raison d'une obsession sécuritaire envahissante. Cette obsession ne résout guère les problèmes qu'elle prétend résoudre. Au contraire, elle rend nos sociétés plus craintives et autoritaires. Cependant, cela ne doit pas être ainsi. Si l'objectif est de réellement lutter contre le crime organisé dans l'UE, il existe des méthodes pour le faire sans mettre en place une surveillance de masse, sans éroder les libertés civiles, sans remplir les poches des entreprises d'armement et de sécurité, et sans créer un climat généralisé de peur et de suspicion. La première étape, si vous êtes réellement sérieux, serait la décriminalisation des drogues.
Ce serait un premier pas vers une légalisation complète. En même temps, vous fourniriez des voies sûres et légales pour que les gens viennent en Europe et travaillent ici dans l'économie régulière. Cela peut sembler simple, mais je peux vous assurer que cela serait efficace. Ce débat a lieu dans le contexte de la mort de 74 personnes au large des côtes italiennes le mois dernier. La moitié des décédés étaient des enfants et 30 sont toujours portés disparus. Ce débat a également lieu dans le contexte des procès criminels en cours contre les travailleurs de sauvetage et les réfugiés innocents qui aidaient les gens à atteindre la sécurité. Il se déroule dans le contexte des nouvelles réglementations italiennes qui durcissent les restrictions sur les opérations civiles de recherche et de sauvetage. Ces opérations ont comblé le vide depuis que l'UE n'a malheureusement pas respecté ses obligations légales de sauver des vies en mer. Le débat a également lieu dans le contexte des refoulements illégaux, de la violence, de la torture et de milliers de décès. Il se déroule dans le contexte de la suspension de Gary Lineker de son poste de diffuseur pour avoir exprimé sa solidarité avec les réfugiés. Mon Dieu, quel sombre décor! Pouvons-nous s'il vous plaît être réalistes et changer le récit? Les personnes venant de l'extérieur des frontières de l'UE sont un atout, pas une menace. L'Europe peut soit se réveiller face à cette réalité, soit rester dans son piège mortel et de plus en plus autoritaire. J'espère la première option, mais je crains la seconde. En écoutant les acclamations ici, en sécurité et à des milliers de kilomètres des lignes de front, je pense qu'il est important de nous rappeler ce que vivent les Ukrainiens ordinaires. The Economist a rapporté des recrutements forcés dans tout le pays. Des conscrits sans expérience ni formation sont envoyés sur les lignes de front. Cette situation a été qualifiée par un ministre britannique de niveau d'attrition comparable à celui de la Première Guerre mondiale. Les chiffres des victimes sont gardés secrets, mais les estimations suggèrent environ 120 000. Des commandants de bataillon ont raconté au Washington Post que de nombreux recrues fuient leur position en grand nombre. Politico a rapporté une répression contre les déserteurs. Ce sont des êtres humains. Il y a un manque honteux d'empathie envers les gens ordinaires dans la rhétorique de guerre ici. Le débat porte sur le maintien du flux d'armes pour prolonger la guerre. L'Ukraine perd une génération d'hommes, fils, maris, frères, qui ne pourront jamais être remplacés. Cette situation ne peut pas continuer indéfiniment. Et vous, généraux de guerre, assis ici à envoyer ces hommes à leur mort, vous me répugnez. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de dialogue, peu importe à quel point cela peut être désagréable. J'ai abstenu de ce rapport car, bien qu'il y ait beaucoup de bonnes choses dedans, je ne suis pas d'accord avec la loi Magnitsky et d'autres mesures. Si nous voulons défendre les défenseurs des droits de l'homme, nous devons être honnêtes. Je veux donner un exemple pour soutenir ma position. Hier soir, nous avons eu une discussion ici sur les rapports de centaines de filles souffrant de problèmes respiratoires et de paralysie temporaire dans les écoles à travers l'Iran, ce qui est profondément préoccupant. Cibler les enfants pour quelque raison que ce soit est impensable et inexcusable. Je suis très heureux que le gouvernement iranien ait lancé une enquête. Je m'attends à ce que cette enquête soit transparente. Cependant, chaque fois que nous abordons ces questions, nous devrions prendre en compte l'impact sur les défenseurs des droits de l'homme. Nous devrions également réfléchir aux personnes que nous prétendons défendre. En nous concentrant constamment sur chaque évolution en Iran pour pousser à un changement de régime, nous nuisons aux personnes que nous prétendons soutenir. Nous intervenons de manière négative à cet égard. Je trouve quelque peu audacieux que des personnes ici expriment leurs préoccupations pour les femmes et les filles en Iran. Cela se produit alors qu'elles souffrent des sanctions que nous leur imposons. Merci, Monsieur le Président. Nous avons récemment marqué le 20e anniversaire de la guerre en Irak. C'était une guerre où plus d'1 million de personnes sont mortes. Les gens font encore face aux conséquences de l'utilisation de l'uranium appauvri. Personne n'a été tenu responsable pour un pays déchiré et une région plongée dans le chaos. Nous avons la responsabilité de regarder en arrière et de remettre en question comment tout s'est passé. Cela s'est produit parce que ceux qui étaient au pouvoir nous ont répété à maintes reprises des choses qu'ils savaient fausses. Cela s'est également produit parce que les médias, qui étaient complaisants, n'ont pas posé les bonnes questions. Au lieu de cela, ils ont répété ces mensonges chaque jour.
Ils ont promu une guerre d'agression, la présentant comme un combat de la démocratie contre l'autoritarisme. Maintenant, un autre pays est en train d'être détruit et une autre région sombre dans le chaos. Cela se produit à un moment particulièrement dangereux de l'histoire mondiale. Nous voyons les mêmes personnes, une fois de plus, appelées à la violence. Ils ne demandent pas leur propre sang, bien sûr. Ils revendiquent le haut moral, critiquant la paix comme de l'apaisement. Ils affirment bruyamment que la seule option est d'escalader la situation. À ce stade, nous devons vraiment nous demander pourquoi nous croirions ces menteurs maintenant. Nous avons besoin de paix et nous en avons besoin immédiatement.